Ok, un truc qui fait couler beaucoup d'encre ces dernières années, c'est le concept de skin dans les jeux vidéo. Ces petits cosmétiques payants permettent à certains jeux multijoueurs gratuits, souvent compétitifs, de générer de l'argent sans faire payer différents avantages notables dans le gameplay. Aujourd'hui, ce système s'est imposé un petit peu partout, il s'agit généralement de la première source de revenus pour les jeux concernés. Une étude norvégienne a même observé en début d'année une certaine pression sociale, poussant certains jeunes de 10 à 15 ans à eux aussi acheter ces objets virtuels pour ne pas se faire embêter. Bref, tout ça pour dire que ce concept est devenu culturel. Vous l'aurez compris, aujourd'hui on parle de skins, mais pas n'importe lesquels. Ce qui nous intéresse maintenant, c'est la façon dont un jeu en particulier a exploité ce concept comme aucun autre n'osait le faire auparavant. Son nom vous le connaissez, mais vous n'y avez peut-être jamais joué, en vue de sa faible popularité en France, chose que je déplore. Aujourd'hui on parle de Counter-Strike, et plus précisément de ce système de skin unique au monde, reposant sur l'échange entre les joueurs, flirtant avec les jeux d'argent et la spéculation. Un tableau à première vue bien gris, dans lequel je trouve quand même de véritables points à défendre et faire connaître comme vous allez le voir par la suite. Comment cet objet parfaitement virtuel a pu être fréquemment vendu à plus de 3000 € sans que cela n'étonne personne, c'est ce qu'on va voir dans un instant. Bon, un peu de contexte ça ne fait pas de mal. Counter-Strike est un FPS, ce qui signifie First Person Shooter, que l'on peut traduire par shooter à la première personne en français. Un shooter est un jeu en 3D dans lequel les joueurs se tirent dessus et la première personne c'est simplement un angle de caméra qui ressemble à ça. Son concurrent entre guillemets serait la troisième personne. Dans ce cas la caméra se trouve derrière le personnage. Il en existe une dernière, là, roulement de tambour, deuxième personne, félicitations, qui n'est bizarrement pas souvent utilisée. C'est en 1999 que la première version de Counter-Strike voit le jour. Il s'agit à cette époque d'un mode Half-Life assez populaire pour que Valve, les éditeurs du jeu et futurs créateurs de la plateforme Steam se décident à le racheter pour en faire un véritable jeu. Le principe est simple, vous affrontez par équipe de 5 dans une grande zone de combat. Deux camps s'opposent, l'un a, dans un laps de temps limité, pour objectif d'aller amorcer une bombe dans l'un des deux points stratégiques présents sur la carte, de sorte à la faire exploser et gagner la manche. L'autre doit au contraire empêcher ses adversaires de faire exploser cette bombe, soit en les tuant tous avant qu'ils ne parviennent à l'amorcer, soit en la désamorçant dans le cas contraire. La première équipe a gagné 13 manches remporte la partie. Ce seuil est passé à 16 manches gagnantes entre 2004 et 2023, mais est depuis revenu à son seuil originel. Bien sûr, au bout de 12 manches jouées, soit la moitié de la partie, les rôles s'inversent. Mais bon, aujourd'hui, le concept en lui-même, on s'en fout un petit peu en vrai. Ce qui nous intéresse, c'est le système de skin implémenté en 2013, un an après la sortie de Counter-Strike Global Offensive, abrégé CSGO, qui est très certainement le jeu que vous connaissez. S'agissant d'un shooter, il est évident que les skins vont tourner autour du design des armes en jeu. Il y en a pour tous les goûts. Là, par exemple, j'ai un skin d'AK-47, mais je peux tout autant en acheter un sur un pistolet. Bref, si l'arme est jouable en jeu, elle a au moins un skin attitré. Mais généralement, ce qui coûte le plus cher, ce sont les skins de couteau ou de gants. Pour une raison toute simple, mais chaque chose en son temps. Un autre type d'objet primordial sont les stickers. Ces derniers peuvent être placés n'importe où sur un skin d'arme à hauteur de 5 stickers par skin. Avant c'était 4 et le joueur n'avait pas la possibilité de choisir librement son emplacement, mais sans aucune raison, Valve a décidé de changer cela. Ce qui a chaque objet non fongible, je vais revenir là-dessus plus tard, a un niveau de rareté symbolisé par une couleur allant d'un bon bleu-gris dégueulasse à jaune, cette dernière étant réservée aux couteaux et aux gants. Ensuite les skins en général, ce qui inclut les couteaux, peuvent être stat track. Cela ajoute un petit cadre à un endroit de l'arme qui compte le nombre de kills réalisés par le joueur depuis qu'il possède l'objet en question. Le type souvenir, qui cette fois-ci n'inclut pas les couteaux, existe également sur certains skins d'armes. Cette catégorie commémore ce qu'on appelle des majors, une sorte de championnat du monde mais organisé 2 fois par an. Si l'envie vous prend d'aller acheter le couteau de tout à l'heure, ce n'est pas à Valve qu'il faut vous adresser. En réalité, ces derniers ne vendent généralement aucun cosmétique. Cette responsabilité est donnée aux joueurs. Ces derniers doivent s'arranger entre eux pour s'échanger et vendre leurs objets, qui sont par conséquent soumis aux lois du marché. Ce qui signifie que personne n'a réellement décidé du prix de notre couteau. Sa valeur a évolué naturellement vers ces quelques 3000 € sous l'effet peut-être discutable de l'offre et la demande. Les gens sur Twitter ont fait remonter le clip d'une vieille vidéo de MrBeast en 2015 pour dire que c'est drôle, il parlait de skin CS avant d'être connu. Mais le truc le plus fou dans ce clip, c'est le prix de l'époque, moins de 300 $. Et à ce moment-là, c'était déjà super cher. En tout cas, si vous voulez pas risquer de vous faire arnaquer votre skin, vous avez besoin d'une plateforme sécurisée pour le vendre. Pour cela, Valve met à disposition un grand marché communautaire dans lequel les joueurs peuvent mettre en vente leurs objets contre de la balance Steam. C'est d'ailleurs là-dessus qu'était MrBeast dans le clip précédent. Petit bémol cependant, le porte-monnaie Steam ne peut pas dépasser 2000 $. Les ventes sont donc plafonnées autour de cette somme. Ce qui pose un problème, vu que des skins à plus de 2000 $ ça existe, en témoigne notre joli couteau. De plus, cet argent est bloqué sur votre compte Steam. Il vous sera uniquement possible d'acheter quelques jeux ou quelques objets, mais jamais Valve ne vous permettra de retirer cette somme sur un compte bancaire. C'est pourquoi les marchés non officiels existent. N'importe qui, en soi, a le droit d'en créer un. Un point que tous ces sites ont en commun, c'est que sur chaque transaction, aucun pourcentage n'est reversé à Valve, chose que par ailleurs ces derniers ne réclament pas. Maintenant il manque quelque chose dans votre schéma. Les objets ne sortent pas de nulle part. Si le système économique repose sur l'échange entre les joueurs, il faut bien qu'au départ de la chaîne, une distribution ait lieu. C'est ainsi qu'arrive dans l'équation les fantastiques lootbox, chose que j'en suis sûr vous adorez tous. Il existe 377 lootbox différentes dans le jeu. Ces dernières ne s'obtiennent pas toutes de la même façon. Certaines sont offertes en jouant régulièrement, d'autres sont temporairement achetables lors d'événements spécifiques, mais dans tous les cas elles sont échangeables et ont, tout comme les skins, une véritable valeur monétaire.
Là-dedans, on retrouve les conteneurs entre guillemets normaux, qui retournent des skins tels que des couteaux, des armes ou des gants, mais on trouve aussi des entre guillemets capsules, qui elles retournent des stickers. Certains conteneurs peuvent être ouverts gratuitement. Dans cette situation, seule la caisse en elle-même est payante. C'est le cas de 89% d'entre eux, mais en réalité, ces derniers sont presque tous liés à des événements temporaires, les fameux majors dont je parlais plus tôt. Pour contextualiser, lors de chaque entre guillemets major sont vendus par Valve différents conteneurs dits souvenirs, qui renvoient donc un skin d'arme de type souvenir. CF la première partie de la vidéo. Mais les créateurs de Steam vendent également, on va dire, des entre guillemets capsules de major, envoyant des stickers à l'effigie des joueurs et des équipes participant à la compétition. Pour ce qui est des capsules de major, les stickers qui en découlent représentent 63% de tous les stickers, ce qui est conséquent en comparaison des skins souvenirs qui eux ne représentent pas plus de 10% de tous les skins d'armes existants sur le jeu. Les capsules de major rapportent une quantité astronomique d'argent à Valve. Le problème, c'est qu'ils donnent la moitié aux équipes participantes et que ça ne dure que quelques mois dans l'année. Non, leur plus gros gagne-pain concerne moins de 10% du total des lootbox. Ces dernières permettent pourtant d'obtenir 90% des armes existantes. Je vous présente les conteneurs de type caisse, tout simplement. Pour en obtenir une grande quantité, il faut en acheter à d'autres joueurs. Il y en a plus d'1 million actuellement en vente sur Steam, donc il y a de quoi faire. Même si l'achat des caisses peuvent pour certaines ne pas vous coûter plus de 15 centimes, la clé qui permet son ouverture, elle, vous coûtera 2,30€. C'est très cher, compte tenu des probabilités de gain, mais on ne va pas s'attarder là-dessus aujourd'hui. Dites-vous juste que les gens ouvrent dans l'espoir d'obtenir l'item spécial rare, la fameuse rareté jaune, qui cache un couteau ou des gants selon la caisse, et que la probabilité de tomber dessus est de 0,24%. Pourtant, rien qu'en avril 2024, c'était plus de 30 millions de conteneurs de Steam qui étaient ouverts. Le choix de ce mois est par ailleurs totalement arbitraire, ce n'est pas du tout le meilleur. Pour cela, il faut revenir exactement un an auparavant, en avril 2023, qui avait enregistré plus de 50 millions d'ouvertures en 30 jours. Ce qui représente donc en brut plus de 115 millions d'euros directement dans les poches de Valve, et ce sans rien faire. D'ailleurs, ces statistiques sont sous-évaluées, car s'appuient sur une base de données non officielle et incomplète. Pour avoir des données exactes, il faudrait que l'entièreté des joueurs soient connectés sur ce site, ce qui n'est évidemment pas le cas. Il existe une seconde façon d'entre guillemets générer un skin, ça s'appelle le trade-up. Ce cas est très simple, vous ajoutez 10 objets de la même rareté dans un contrat d'échange disponible sur le jeu et vous obtenez un seul objet de la rareté suivante. Cependant, cela s'arrête à la rareté rouge. Vous ne pouvez pas mettre 10 rouges pour recevoir un couteau. Ce n'est pas non plus possible de le faire pour les objets souvenirs. Une chose dont on n'a pas parlé mais qui est intéressante dans ce contexte, c'est la notion de collection. Chaque skin d'arme est associé à une collection. Prenons par exemple ce skin de Desert Eagle nommé Fennec Fox. Ce skin est associé à la collection Mirage de 2021 et de rareté rose, ce qui est juste avant le rouge. Si je place 10 exemplaires de cette arme dans un contrat d'échange, je devrais recevoir ce joli sniper. Mais si plutôt que de mettre 10 Fennec Fox, je me disais que j'allais faire des économies pour finalement n'en mettre que 9 et ajouter comme 10ème objet ce 5-7 Fall Hazard, qui est également de qualité rose mais de la collection Vertigo 2021. Et bien dans ce cas, la probabilité d'avoir le sniper précédent tombe à 9 chances sur 10, car j'ai désormais une chance sur 10 de tomber sur ce skin d'M41S qui est l'unique rouge de la collection Vertigo. Bah vous avez compris le délire, on peut calculer la probabilité exacte de chaque objet selon la combinaison de trade-up. Là je vous ai montré un cas simple, mais des fois c'est beaucoup plus bordélique. Pour le moment, vous avez l'impression que la seule chose qui rend tout cela unique, c'est un système véreux de lootbox et de spéculation non régulée. Et c'est vrai que ce sont deux aspects non négligeables de cet univers et il ne faut pas les minimiser. Cependant, il reste un troisième aspect qui rend les choses beaucoup plus intéressantes et qui se concentre sur les skins en eux-mêmes. Est-ce que vous vous rappelez des NFT? Je vous rassure, je vais pas vous sortir un truc du style que les skins sont des NFT connectés à la blockchain, mais disons que ça y ressemble. Bon, du coup, NFT ça signifie Non-Fungible Token, ce qui se traduit par jeton non fongible. Dans le cas des NFT, votre JPEG est associé à un jeton si vous voulez, et le fait qu'il soit non fongible signifie que en gros, il n'y en a pas deux identiques. Exemple basique, une pièce de 1€. Oui, je sais que c'est toujours le même exemple, mais il fonctionne très bien donc laissez-moi tranquille. Du coup, si quelqu'un échange votre pièce contre une autre pièce avec les mêmes motifs dessus, bah vous en avez a priori rien à foutre, vu que c'est exactement le même objet. C'est donc un bien fongible. Si à l'inverse, on échange la Joconde avec un tableau random ou même une copie de cette dernière, bah d'un coup c'est moins bien. Vous l'aurez compris, dans ce cas, ce bien est fongible. Évidemment, si je vous parle de ça, c'est parce que sur Counter-Strike, les skins ne sont pas fongibles. Enfin, sauf dans certains cas de duplication, j'en parlerai peut-être dans une prochaine vidéo, ce n'est pas super intéressant, une histoire de support Steam en Russie. Au contraire des skins, les caisses, stickers ou même skins d'agents sont des objets parfaitement fongibles. Ce sticker sera exactement le même pour moi que pour les autres millions de joueurs à en posséder un exemplaire. Bref, ces deux pistolets sont donc parfaitement différents. Ce n'est pas seulement une question d'identifiant qui serait stocké quelque part dans une base de données pour dire que théoriquement ça c'est le pistolet numéro 12612 et lui le 12613, mais avec finalement exactement le même visuel. Non, ici on voit bien que celui de gauche est beaucoup plus abîmé. Il s'agit pourtant bien du même objet. C'est là qu'on en vient au taux d'usure, aussi appelé float, qui signifie en gros un nombre décimal. Dans notre cas, ce nombre est compris entre 0 et 1, avec une précision de 14 chiffres après la virgule. Plus le float est proche de 1, moins l'arme ressemble à quelque chose, et à l'inverse, plus il est proche de 0, moins le skin sera usagé. Cette valeur est d'ailleurs totalement aléatoire et n'évolue pas. Vous ne risquez pas d'abîmer votre skin en jouant. Pour faciliter les choses, les skins sont généralement catégorisés par tranche de float. Le meilleur étant Factory New, entre 0 et 0,07 de float, et le pire étant Battle Scare, entre 0,45 et 1 de float. Entre les deux, il y a Minimalware, Field Tested et Wildwar. D'ailleurs, petit détail afin de complexifier tout ça, les skins n'ont pas forcément un float allant de 0 à 1. Il est très fréquent de voir certains objets, par exemple, aller de 0,01 à 0,52 sans aucune raison précise. Par exemple, ce skin de pistolet ne peut pas aller au-dessus de 0,26. Vous ne pourrez donc jamais obtenir une meilleure condition que Field Tested. Bref, pour en revenir à nos deux pistolets, certains auront peut-être également remarqué que les motifs de skin ne sont pas exactement les mêmes. En fait, sur le jeu, tous les skins d'armes peuvent être associés à un modèle de texture. Dans notre cas, il s'agit, vous l'aurez compris, de cette image. Seulement, selon la zone que je choisis, le rendu n'est pas le même. C'est pourquoi nos deux pistolets ne sont pas identiques. Pour se repérer dans tout ça, on associe chaque objet à un numéro de pattern, allant de 0 à 1000. Enfin, sauf pour les couteaux qui eux n'ont pas de pattern numéro 1000, je sais pas
expliquerai pourquoi. Bref, dans notre cas, peu importe la position des crânes, tout le monde s'en fout. Le visuel change un petit peu, mais ce n'est pas important. Ce n'est cependant pas le cas pour tous les skins. Certains peuvent complètement changer d'apparence d'un pattern à l'autre. L'exemple parfait, c'est la famille de skins Kazardaned. Selon le pattern, le skin peut contenir plus ou moins de bleu. Plus cette surface est importante, mieux c'est. À partir d'un certain seuil, on peut appeler cela un blue gem. Actuellement, les deux objets les plus chers du jeu sont des blue gems. Tous deux valent plus d'1 million d'euros. Enfin, seul l'un des deux a été vendu, l'autre c'est simplement une offre qui est potentiellement frauduleuse, mais bon, on s'en fout, j'en parlerai peut-être dans un short. D'ailleurs, peut-être que vous vous demandez comment est défini le float à la suite d'un contrat d'échange. Alors, ce n'est pas aléatoire. Si on connaît le float des 10 objets composant le contrat, on a la capacité de calculer exactement celui de l'objet généré. La formule est la suivante, à savoir que le float minimum et maximum dont il est question est celui du skin renvoyé. Donc si votre contrat a X chances de renvoyer le skin A et X chances de renvoyer le skin B, et ben le float ne sera pas forcément le même dans le cas où vous obtenez le skin A ou B. Ce qui est fantastique avec cet univers, c'est que les quelques 1,2 milliards de skins répertoriés sont quasiment tous un petit peu différents les uns des autres. Chacun d'entre eux a forcément une histoire, peut-être via les différents joueurs l'ayant fait circuler d'inventaire en inventaire, ou alors par le contexte de son obtention, voire même via sa famille de skins. Sachant que les designs sont majoritairement communautaires, c'est déjà arrivé que certains skins soient littéralement volés à d'autres artistes. Dans ce cas, Valve peut réagir de différentes façons. L'affaire la plus connue est celle du skin AO, mais vous en doutez, je vais pas en parler maintenant. Oui, cet univers est gangréné par les jeux d'argent, j'en ai presque pas parlé, mais avec un système pareil, c'est absolument obvious. Oui, certains objets coûtent super cher, mais d'un côté, je n'ai pas non plus parlé de l'écrasante majorité de ceux qui ne valent rien. En réalité, avoir un petit inventaire sympa sans couteau vous coûtera moins cher que sur des jeux comme Valorant. Et ce parce que ces objets ne sont pas rares, mais ne sont pas forcément 1000 fois moins beaux que ceux qui coûtent 1000 fois plus cher. Bref, j'espère avoir réussi à vous expliquer les bases de ce système que je trouve quand même passionnant, malgré ses dérives. Si c'est le cas, pouce bleu, abonnement, sinon expliquez-moi pourquoi en commentaire. Merci, à la prochaine.